Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité, et plus précisément un aspect de l'actualité, celui de savoir comment l'Europe peut-elle faire face et faire entendre sa voix. Et pour cela, avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne Blick.fr, avec Michaela Wiegel, correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova, nous recevons Thierry Breton. Thierry Breton, bonjour. Vous êtes ancien commissaire européen, nous allons y venir, mais avant d'y venir, je rappelle que donc dans les semaines qui viennent, nous allons essayer d'éclairer les moments les plus intéressants de notre point de vue de l'actualité en les traitant d'une manière thématique. Mais pour le moment, je rappelle que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Va-t-il tuer la pensée ?» Il est chapeauté ainsi. Cette semaine, Le 1 Hebdo se penche sur l'offensive contre le savoir et la recherche scientifique menée tambour battant par Trump et son gouvernement au nom de leur croisade anti-woke. Un phénomène qui s'accompagne d'une volonté de mettre au pas le vocabulaire de l'administration en retirant de son champ nombre de termes et de notions essentielles, de femme à climat, en passant par égalité. Autant de mots que recense et que met en scène un grand poster conçu pour le 1 Hebdo par le graphiste et peintre Bonnefrit. Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu dimanche prochain, le 6 avril. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Et mercredi, nous mettrons en ligne dans notre série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, la seconde conversation avec Sofian Bouchfira, qui vient de soutenir une thèse en histoire sur l'histoire socio-économique des limonadiers aveyronnais à Paris. L'originalité de sa démarche réside dans sa méthode d'enquête, puisque, après un master en sciences politiques, Sofian Bouchfira s'est immergé dans son sujet en devenant lui-même garçon de café à Paris. Et cette observation participante lui a permis de saisir de l'intérieur les rouages du métier, les évolutions des pratiques commerciales et l'impact des mutations urbaines sur les débits de boissons. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Venons-en maintenant à notre sujet, je l'ai dit, comment l'Europe peut-elle faire entendre sa voix ? Thierry Breton, merci d'avoir accepté notre invitation. En tant que commissaire européen au marché intérieur et aux services entre 2019 et 2024, vous avez placé la régulation des plateformes numériques et la souveraineté technologique au cœur de votre action, avec l'ambition de doter l'Union européenne des moyens de défendre son autonomie stratégique dans des secteurs clés tels que les données, l'intelligence artificielle, la 5G, la défense et la technologie spatiale. Votre passe d'armes avec Elon Musk a bien illustré ces enjeux lorsque le patron de X, ex-Twitter, a diffusé une interview de Donald Trump. Vous lui avez rappelé l'obligation de respecter le Digital Services Act, cette législation pionnière qui impose aux grandes plateformes de modérer les contenus et de lutter contre la désinformation. Mais cette bataille pour la souveraineté européenne ne se limite pas au numérique. Dans le secteur industriel, l'Europe s'efforce également de renforcer son autonomie stratégique. Le développement de Gaia-X, le projet de cloud européen, incarne cette volonté de sortir de la dépendance aux infrastructures américaines. Par ailleurs, le renforcement de la cybersécurité européenne devient une priorité stratégique, avec la mise en place d'une certification rigoureuse pour les infrastructures numériques, la sécurisation des réseaux et des systèmes d'information, ainsi que le développement de stratégies d'intervention rapide en cas d'urgence qui ont permis la création de l'unité européenne conjointe de cybersécurité. En matière de défense, autre levier stratégique, l'Europe investit dans le Fonds européen de défense et met en œuvre le plan d'action sur la mobilité militaire pour développer une industrie militaire capable de rivaliser avec le complexe militaro-industriel américain. L'industrie spatiale européenne joue également un rôle clé. L'amélioration du lien entre espace, défense et sécurité devient cruciale pour assurer la résilience stratégique de l'Union
face aux menaces hybrides et aux rivalités géopolitiques. Dans le domaine de l'énergie, la guerre en Ukraine a révélé les fragilités européennes face aux approvisionnements extérieurs. L'Europe doit accélérer sa transition vers une indépendance énergétique, notamment à travers le Green Deal, qui mise sur le développement des énergies renouvelables et le renforcement de la production locale. Cette politique vise autant à sécuriser l'approvisionnement qu'à réduire l'influence économique des partenaires extérieurs, notamment américains. Thierry Breton, vous avez soutenu que l'Europe ne doit plus être un simple marché ouvert aux intérêts étrangers, mais un pôle de puissance capable de défendre ses intérêts industriels, numériques et stratégiques. Et Michaela Wiegel vous pose la première de nos questions. Oui, Philippe vient de le dire, vous avez laissé un héritage très important pour nous, Européens, lors de votre mission comme commissaire européen dans beaucoup de domaines divers. Et j'avais l'impression que dans le désormais fameux discours du vice-président américain J.D. Vance à Munich, il s'attaquait directement à cet héritage, c'est-à-dire qu'il demandait aux Européens d'arrêter ce qu'il désignait comme l'ennemi de l'intérieur, une régulation justement des plateformes, mais aussi une quête de l'autonomie stratégique. Et je voulais vous demander comment voyez-vous la perspective de faire fructifier votre héritage? Est-ce qu'on est fidèle, par exemple, pour être très concret, au Digital Service Act actuellement? Pourquoi ça n'a pas été plus activé dans tout ce qu'on voit actuellement comme tentative d'influencer notamment les dernières élections allemandes, mais aussi ailleurs. Et est-ce que vous voyez un risque que les Européens, finalement, se soumettent à la pression qui émane de l'administration Trump? Thierry Breton. Vous faites référence, évidemment, à ce discours désormais, hélas, tristement célèbre que le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a tenu à Munich, et qui a quand même, il faut bien dire les choses, sidéré les Européens, d'abord par son contenu, par le lieu aussi. On sait que Munich, et la Munich Security Conference, c'est quasiment le temple de l'atlantisme. Et donc, c'est une espèce de bombe qu'il a lâchée précisément à Munich, une bombe à fragmentation. Vous venez de reprendre un petit peu les morceaux de ces différents fragments. Je vais essayer de décrire leur impact les uns après les autres. Alors d'abord, évidemment, on sent à travers ces propos, je ne sais pas encore si on peut le qualifier, mais on pourra peut-être en parler, si c'est de l'incompréhension de ce qu'est l'Europe. J'allais même dire, je vais oser le dire, de l'incompréhension historique de ce qu'est l'Europe. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus calculé dans ses propos, tant ils sont, je dirais, abrupts. Il parle aussi beaucoup d'immigration, vous vous en souvenez, dans ses propos. Mais vous avez raison, je crois même avoir perçu, c'est certains qui me l'ont dit, vous étiez peut-être à Munich vous-même, qu'il m'a cité implicitement dans ses propos, comme étant celui qui avait porté la régulation des plateformes. Vous venez d'y faire allusion. Et je vais en dire un tout petit mot. Cette régulation, effectivement, cette régulation de ce que j'appelle moi-même l'espace informationnel, cet espace dans lequel maintenant nous vivons aussi, en plus de l'espace territorial, et j'allais dire surtout nos enfants, qui y passent des heures, pour certains d'entre eux, même peut-être plus de temps que dans l'espace physique. Donc on a éprouvé la nécessité, nous, Européens, de l'organiser et de faire en sorte que les lois qui régissent la vie des hommes entre eux, dans l'espace physique, eh bien, soient transposées également dans cet espace informationnel, et que nous ne dépendions pas, pour se vivre ensemble dans cet espace informationnel, des seules règles et lois que voulaient nous imposer les grandes plateformes. Ça a été effectivement cette prise de conscience, mais aussi cette mise en œuvre. Et peut-être pour le clarifier, le rôle de la Commission, c'est évidemment de proposer ces textes de loi. Ce sont des règlements. Les règlements, c'est ce que j'ai porté moi-même, donc avec mes équipes, nous avons écrit. C'est le rôle de la Commission. Mais après, ce sont les co-législateurs
qui s'en emparent. Et c'est les co-législateurs qui vont faire ces lois sur la base du document que nous leur présentons. Le co-législateur, c'est le Parlement européen et c'est le Conseil européen. Le Parlement européen, si on prend une métaphore très rapide, c'est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Nous sommes aussi un pays bicaméral, une démocratie bicamérale, où ça peut être l'équivalent de la Chambre des représentants aux États-Unis. Le Conseil européen, où siègent les États membres, c'est l'équivalent du Sénat. On peut dire c'est aussi un co-législateur. Et donc c'est eux qui ont fait ces lois. Ils en ont fait 6. Donc pour pouvoir, que nous avons proposé, ils ont voté. Et je tiens à le dire, parce que c'est quelque chose qui est peut-être passé inaperçu, c'est très intéressant. Pour ces 6 lois qui aujourd'hui organisent notre espace informationnel, le DSA, vous venez d'y faire référence, c'est-à-dire celui qui va mettre des règles. Voilà, dans l'espace physique, on ne peut pas proférer des propos antisémites, racistes, faire l'apologie du terrorisme. Et bien dans l'espace informationnel, désormais, non plus. Dans l'espace physique, on doit faire attention, par exemple, pendant les périodes électorales, d'avoir une égalité de traitement. Voilà. On a essayé de vérifier, de veiller à ce que sur les plateformes, il y ait aussi ce respect de la démocratie, notamment en comprenant ce que faisaient les algorithmes. On ne peut pas amplifier des algorithmes sans que l'utilisateur en soit conscient. On ne peut pas être harcelé précisément par des algorithmes, etc. Ça, c'est le DSA. Et puis il y a le DMA qui organise les aspects économiques. Il y a l'AI Act qui organise les risques qui pourraient être issus d'une utilisation abusive de l'intelligence artificielle. Le Data Act qui va dire à qui appartiennent les données lorsqu'on émet ces données. Par exemple, quand on conduit, est-ce que c'est des données qui appartiennent aux conducteurs, aux constructeurs automobiles, à la compagnie d'assurance? Tout ça est réglé. Et donc, ces lois, c'est là où je voulais en venir, elles ont été votées, tenez-vous bien, à plus de 90% du Parlement européen. En d'autres termes, moins de 10% des députés européens, des 720 députés européens, ont voté contre, y compris, par parenthèse, les extrêmes. Parce qu'évidemment, le chiffre est tellement gigantesque. C'est la première fois que des lois aussi fondamentales pour nous, Européens, ont été votées avec un tel score. Les États membres, qui est l'autre co-législateur, ont voté toutes ces lois, les unes après les autres, à l'unanimité. Donc ça, c'est, je dirais, notre patrimoine commun. Alors maintenant, évidemment, ça peut éventuellement gêner certaines grandes plateformes qui sont régulées par ces lois. Ces lois ont été faites pour les Européens, pas contre quiconque. Tous ceux qui vont bénéficier du marché intérieur, des 450 millions de consommateurs que nous sommes, c'est une chance formidable. Eh bien, ils doivent juste respecter ces lois. Les plateformes chinoises, qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs, c'est 10% de nos concitoyens, et donc qui sont considérés comme des plateformes systémiques, sont régulées. TikTok, par exemple, est régulé. Les plateformes européennes qui ont plus de 45 millions le sont. Les plateformes américaines le sont. Donc, ce n'est pas dirigé, contrairement à ce que peut penser peut-être M. J.D. Vance, contre les États-Unis et encore moins contre les plateformes américaines. C'est pour les Européens. Et pourquoi, finalement, il s'attaque à cela? Parce que derrière, il y a évidemment le rôle d'Elon Musk, qu'on ne peut pas évidemment masquer. Elon Musk, Peter Thiel, on sait ce milliardaire américain qui est très proche de J.D. Vance, qui a du reste peut-être contribué à la carrière de J.D. Vance. Il a fait Yale comme J.D. Vance, même si J.D. Vance a fait Yale, on le sait, par la voie militaire. C'est un ancien caporal de l'armée. Et au fond, il s'est fait ensuite prendre sous sa coupe par Peter Thiel, et il défend des idées qui sont des idées, non pas MAGA, mais des idées libertariennes. Et c'est justement où on essaie de contrôler mieux les plateformes, de ne pas les contrôler, mais d'avoir la liberté d'expression. Et ce fameux premier amendement qui n'est absolument pas mis à mal, du reste, par nos régulations, je tiens à le dire. Et voilà, donc il y a maintenant tout ce discours qui a été amplifié de façon artificielle par rapport à ce que nos régulations sont censées mettre en œuvre et doivent mettre en œuvre pour la protection, encore une fois, de nos enfants et de nos concitoyens. La Commission, désormais,
est chargé par les co-législateurs de veiller à la mise en place de ces régulations. Des sanctions ont été prévues par les co-législateurs. 6% du chiffre d'affaires si jamais il y a une infraction. Chiffre d'affaires total, par parenthèse. Pas uniquement de la société, de l'entreprise, de la plateforme, de tout ce qui est pas autour. Vous suivez mon regard pour certains qui ont des entreprises dans le domaine spatial ou automobile par ailleurs. Ou saisine d'un juge, si jamais les infractions perduraient, pour interrompre momentanément l'émission, la capacité d'émission sur le territoire européen, jusqu'à ce que les erreurs soient corrigées. Richard. Oui, Thierry Breton, je voudrais prolonger la question de Michaela sur le bras de fer que l'on voit entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors, il se trouve que j'étais à Munich, dans la salle de presse, pas dans la salle principale, lorsque Jill Evans a prononcé ce discours. Et j'avoue que je n'arrive pas vraiment à saisir. J'ai l'impression qu'il y a, en provenance de Washington aujourd'hui, et j'aimerais avoir votre avis, 2 discours. Il y a un discours qui est anti-Europe. Vraiment anti-Europe, l'Europe ce qu'elle représente, des Européens paresseux qui ont profité des États-Unis. Et il y a un discours anti-Union européenne qui lui est plus économique parce que l'Union européenne régule et elle empêche donc la prospérité, les profits, etc. À votre avis aujourd'hui, Donald Trump, et je ne parle pas ni de Musk ni de Jill Evans, il est anti-Union européenne ou anti-Europe ? Il est anti-Union européenne. Et ça, j'en ai la certitude. Parce que je le connais un peu, je l'ai pratiqué, on l'a pratiqué, évidemment. Il en est à son 2e mandat. Et au fond, il n'a pas cette animosité, j'emploie le mot, qu'on a pu ressentir notamment à la lecture. Là aussi, on utilise maintenant le mot, le qualificatif de sidérant. Voilà, donc on l'utilise beaucoup. On n'est peut-être pas encore au bout de nos surprises, du reste. Je fais allusion évidemment aux révélations de la fuite sur la plateforme Signal, où on a pu voir la façon dont certains parlaient, je pense en particulier du secrétaire à la Défense et du vice-président de l'Europe. Mais non, je pense sincèrement que Donald Trump n'est pas dans cette voie-là. Lui, il n'aime pas les institutions européennes, il ne les reconnaît pas du reste. Songez donc que c'est quand même, je crois, la première fois qu'il est maintenant en place depuis uniquement 2 mois. On a l'impression que ça fait un peu plus longtemps, mais enfin, il n'a toujours pas eu un coup de fil avec la présidente de la Commission, le président du Conseil européen ou la présidente du Parlement européen. C'est-à-dire ceux qui sont à la charge, à la tête de nos institutions, n'ont eu aucun contact avec lui, c'est la première fois. Lorsque la ex-première ministre estonienne, Madame Kaja Kallas, désormais haute représentante, va enfin à Washington parce qu'elle a décroché son rendez-vous avec Marco Rubio, elle arrive à Washington pour recevoir un message ensuite sur son téléphone disant « Ah bah finalement, désolé, mais le rendez-vous ne peut avoir lieu ». Donc ça, c'est la façon dont effectivement on traite aujourd'hui les institutions européennes. Alors maintenant, il y a quelques mois, vous savez, dans mes anciennes fonctions, je voyais les chefs d'État et de gouvernement quasiment toutes les semaines. C'était mon rôle d'aller les voir pour mener à bien précisément les règlements que l'on voulait porter ou voir ensuite les mettre en place sur l'ensemble du territoire européen. Et je les voyais tous fréquemment, y compris Viktor Orban. Et il y a quelques mois, j'avais un rendez-vous avec lui, donc je l'ai honoré. Je n'étais plus commissaire, mais je suis allé le voir. C'est toujours intéressant de discuter avec Viktor Orban, qui est le plus ancien membre autour de la table du Conseil européen. Il est ce qu'il est, certes. Tout le monde le connaît, son tropisme à la fois pour Poutine, mais également son amitié indéfectible pour Trump. Et au cours de la conversation... je lui dis, mais comment le président Trump va interagir avec l'Europe ? Il me dit, c'est très simple. Je lui dis, écoute, si tu veux avoir vraiment bien comprendre ce qui se passe, tu m'appelles. Et puis après, éventuellement, tu parles au président de la République française, au chancelier allemand, et c'est tout. Et je constate que, eh bien, c'est ce qui se passe finalement, et donc que Viktor Orban avait raison. C'est toujours utile de parler à Viktor Orban. Lionel Zinsou. Est-ce qu'il faut vous appeler monsieur le commissaire ? Est-ce que c'est un titre un peu comme monsieur le ministre qui vous suit toute la vie ? Ou est-ce qu'il faut vous appeler monsieur le président, parce que vous êtes un président du CAC 40 ? Qu'est-ce que vous préférez, Thierry ?
Je pense que Thierry, c'est pas mal. Cher Lionel. Alors, il y a une chose qui était commune aux commissaires, aux ministres et au président du CAC 40. C'était toujours une vision un peu prophétique. Il y a un petit peu côté de prophétisme chez vous. On l'a vu sur la cybersécurité très tôt, sur le cloud très tôt, et sur la défense notamment. Et c'est sur la défense que peut-être j'aimerais vous entendre, parce que vous avez dit quelque chose de terrible récemment, qui était que beaucoup de gens minimisent, et notamment aux extrêmes, le risque russe. Mais qu'en fait, la guerre hybride était déjà là, et qu'il y avait énormément d'attaques de toutes sortes, pas militaires, mais tout le reste de la panoplie agressive. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus? Parce que c'est encore très peu conscient dans les opinions publiques qu'il y a une guerre hybride contre l'Union européenne avec la Russie. Alors la guerre hybride, d'abord, elle existe depuis longtemps, et la Russie est maître dans l'art de cette guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre hybride ? Ce sont des espaces qui ne sont pas territoriaux, mais qui sont finalement à la charge. On vient de parler un peu tout à l'heure de l'espace informationnel. Et dans cet espace informationnel, mais pas que, il y a évidemment des mouvements et des actions qui sont des actions délétères, portées par certains acteurs. Alors on les connaît. La Russie, évidemment, je vais y revenir, c'est sur quoi vous m'interrogez, Lionel Zinzou. C'est évidemment la Chine, il ne faut pas l'ignorer. Ça peut être des acteurs plus exotiques, mais non moins pervers ou puissants. On peut penser à l'Iran, on peut penser à la Corée du Nord. Donc, il y a des acteurs qui mènent ces actions. Ces actions, donc, c'est par exemple des attaques, ces cyberattaques sur des hôpitaux où on va quasiment faire tomber des serveurs. On peut aussi évidemment voler les données. Il y a des attaques qui sont plus visibles sur, par exemple, les attaques hybrides qu'utilise beaucoup la Russie en utilisant, c'est assez vraiment bien conforme, je crois, à ce qui se passe en ce moment avec Vladimir Poutine, donc des malheureux migrants qu'ils font venir par charter entier en Russie, qu'ils vont ensuite pousser, notamment aux frontières en Biélorussie, par exemple, ou à la frontière en Estonie. On n'en voit pas encore en Finlande, mais on s'y attend. Il y a 1340 km de frontière entre la Finlande et la Russie. En tout cas, et ces malheureux sont poussés contre, évidemment, maintenant bien souvent des barbelés, mais qui ont été mis en place pour se protéger contre ces attaques hybrides-là et éviter évidemment que ces malheureux se retrouvent ensuite perdus. Alors on est évidemment en Europe du Nord, dans les forêts. Enfin, on imagine évidemment aisément les drames humains qu'il y a derrière, et avec un cynisme absolu. Donc ça, c'est des attaques hybrides. Vous voyez, il y en a d'autres qui sont plus visibles, plus physiques, bien que dans cet espace hybride. C'est par exemple le fait qu'on découvre que nos câbles sous-marins, que ce soit des câbles donc qui permettent le transport des données à très très grande vitesse, des fibres, mais aussi qui permettent d'acheminer l'énergie, sont d'un seul coup sectionnés par des bateaux qui n'ont pas d'immatriculation. Ça peut être aussi autour de nos réseaux de satellites. Nous opérons des réseaux satellitaires très importants, nous, l'Union européenne, par exemple la constellation Copernicus, qui nous permet de voir tout ce qui se passe partout, qui peut être bien utile de reste, y compris sur les théâtres d'opération. Vous voyez ce à quoi je veux en venir. Mais aussi, par exemple, la constellation Galileo, extrêmement importante pour nous, qui nous permet d'avoir le positionnement par satellite, qui est le meilleur au monde. Et on voit, par moments, on l'a vu, et j'étais moi en charge de la constellation S-Qualité, puisque j'étais aussi le commissaire à l'espace, donc d'opérer ces constellations pour les 27. Et on a vu, à un moment, des satellites, des objets s'approcher de nos satellites. Ce sont des attaques hybrides. Donc, les attaques hybrides, elles sont multiformes, mais elles sont quotidiennes. Elles sont quotidiennes. Et je crois qu'il faut vraiment être conscient et en particulier sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parlait tout à l'heure, à l'occasion des élections en particulier, on voit ces attaques, qui sont des attaques, oui, on le voit. Certaines d'entre elles, du reste, ont donné lieu à l'invalidation d'élections, vous le savez, donc je fais allusion évidemment à la Roumanie, par le Conseil constitutionnel roumain, non pas ce que dit M. Vance par l'utilisation de nos lois de régulation du numérique, mais par le Conseil constitutionnel roumain,
c'est un peu ce qu'il a dit à Munich, pour aller toujours un peu plus loin que la réalité, et encore une fois poussé par des trolls russes, des fermes de trolls russes qui vont permettre de véhiculer tel ou tel message. Ça, c'est l'environnement dans lequel nous sommes et qui est extraordinairement hostile. Et donc, il faut bien être conscient de cela. On en est conscient, on se donne les moyens, et c'est précisément avec toutes les régulations. Vous faisiez référence tout à l'heure, Philippe Meyer, notamment à travers votre présentation, pardon de le dire en anglais, mais c'est le terme consacré au Cyber Security Act, c'est-à-dire la loi sur la cybersécurité que j'ai portée moi-même et qui nous permet maintenant de mieux coordonner, articuler ce qui se passe dans cet espace cyber, avec quelque chose que j'avais proposé qui commence à se déployer. Il faut aller encore plus vite, ce qu'on appelle des Cyber Security Shield, donc des boucliers de cybersécurité qui sont constitués de supercalculateurs dotés d'infrastructures performantes et notamment de logiciels qui vont permettre de détecter très en amont les menaces cyber. Donc voilà, on répond à tout ça, mais nous sommes en permanence dans cet environnement qui est un environnement extraordinairement hostile. Il n'y a pas que les Russes, je le dis, qui interviennent, mais c'est très certainement et de façon quasi certaine, je dirais, le pays qui est le plus actif sur ces espaces. Et nous nous sommes donné les moyens, nous, en Europe, d'abord d'avoir les moyens technologiques de réagir, mais aussi, on en parlait à l'instant, les moyens réglementaires de le faire. Michaela Wiegand. Oui, pour prolonger cette réflexion, j'aimerais vous interroger sur le réveil allemand. Vous avez, comme commissaire, vécu dans des domaines aussi stratégiques que l'espace, mais aussi la défense. Une Allemagne très hésitante, très prudente et toujours misant plutôt sur une solution américaine. Starlink était favorisé. Est-ce que on a encore le temps maintenant de rattraper ce retard? Par exemple, on a vu les ravages que faisait juste une semaine ou quelques jours de coupure du renseignement américain pour les Ukrainiens. Est-ce qu'on peut organiser quelque chose qui ressemble à un Starlink? Est-ce qu'on est capable, dans le domaine de la défense, d'aller de l'avant sans renforcer notre dépendance des matériels américains? C'est une question absolument fondamentale que vous posez, puisque c'est la question de la transition. C'est absolument certain, et je pense que nous sommes tous conscients, les uns les autres, de là où nous sommes, que nous vivons un moment historique. L'histoire nous dira où il nous mène. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura un avant et un après, y compris pour nous, Européens, et y compris précisément dans la défense et dans la perception que nous pouvons avoir de l'architecture de sécurité qui nous a permis de vivre pendant près de 80 ans quasiment en paix, à part évidemment ce qui a pu se passer dans les Balkans, mais je dirais nous, les 27 désormais, sur le territoire européen. Et derrière tout ça, évidemment, il y a un mot. Il y a un mot qui caractérise pour moi cette période, c'est le mot confiance, ou plutôt la perte de confiance. Et ça, c'est évidemment un choc incroyable, parce que c'était la pierre d'achoppement, c'était la pierre angulaire, c'était ce qui tenait toute l'architecture de sécurité, la confiance. Cette confiance, on l'a perdue. Et c'est très fort en Allemagne. Peut-être plus fort que partout, parce que l'Allemagne est le pays qui s'était le plus abrité derrière cette confiance pour légitimer, justifier son modèle. Et son modèle économique, dont on sait qu'il vole en éclats aujourd'hui, une défense sous parapluie américain, une énergie sous domination russe, et un marché commercial qui bénéficiait largement donc du marché chinois. Et tout ça a volé en éclats. Et donc cette dernière pierre qui restait, la confiance, vient de voler en éclats. Comme on disait en Allemagne, mais pourtant c'était nos like-minded partners, nos partenaires qui pensaient comme nous, Eh bien non, ils ne pensent plus comme nous. Alors Friedrich Merz, du coup, pour la première fois, voit à la télévision allemande, 2 jours avant l'élection du 23 février, l'élection, je fais allusion évidemment aux élections législatives, et va dire je n'aurais jamais pensé pouvoir dire ce que je vais vous dire ce soir. Nous devons prendre notre destin en main, y compris en ce qui concerne la défense. Et il va même plus loin, parce que derrière, il y a une question. Il n'y en a qu'une.
Qui nous protégera en cas d'attaque ultime? Je fais référence évidemment à une attaque nucléaire. Et ce ne sont que les Américains. Ça a été la doctrine allemande, mais aussi la doctrine des 26 États membres sur les 27 que nous représentons, nous désormais. Je mets la France évidemment à part, grâce au général de Gaulle, et en 1962 à la décision qui a été prise. Et quand vous avez un Friedrich Merz qui va à la télévision allemande et qui dit « Je suis prêt à discuter », alors il ne va quand même pas dire uniquement avec la France. Le cadeau aurait été trop beau. Mais avec la France et l'Angleterre, la Grande-Bretagne, de voir comment nous pourrions bénéficier, éventuellement, de façon élargie, sans préciser si c'est par effet de bord, ou si on va un peu plus loin que cela, de la protection nucléaire. Ça, c'est une révolution en Allemagne. Pour moi, si jamais, on verra bien, qui est aussi importante peut-être, me semble-t-il, je parle devant vous, donc je parle avec évidemment le recul que je dois avoir par rapport à ce pays qui est le vôtre, madame, mais c'est pour moi aussi important que quand l'Allemagne a décidé d'abandonner le Deutsche Mark pour passer à l'euro. C'est un mouvement, c'est un vrai mouvement de balance qui se passe. Alors, jusqu'où on va aller? Eh bien, ça dépend que de nous. Et voyez-vous, on voit maintenant une accélération. On voit effectivement le fait que derrière, il faut que l'Allemagne réinvestisse massivement. L'Allemagne a vécu avec 1% de son PIB pendant 25 ans, 1% de son PIB en matière de défense, alors il en fallait 2. J'ai assisté moi-même à des réunions. Je me souviens d'une réunion, la première réunion, c'est peut-être l'une des seules fois du reste où Mme von der Leyen a rencontré le président Trump. C'était en janvier 2020. J'étais avec elle, nous étions à Davos. C'était cette première rencontre. Et donc, on va à Davos, et nous étions 3. J'étais avec un de mes collègues qui était le commissaire au commerce extérieur, qui s'appelait Phil Hogan, qui était un Irlandais, qui a dû quitter rapidement la commission ensuite. Il a dû démissionner pour des affaires de Covid, où il avait assisté à un dîner. Donc, finalement, ça portait malheur, parce que les 2 commissaires qui l'accompagnaient ont démissionné. Donc, moi, quelques années plus tard, pour d'autres raisons. Et Mme von der Leyen arrive, et Donald Trump lui dit: vous me devez 400 milliards de dollars. You owe me 400 billion dollars. Alors, Mme von der Leyen est là. C'est la première. Elle commence comme ça. Mais comment ça? Oui, parce que vous, les Allemands, les présidents de la Commission, certes, un pays qu'elle connaît le mieux, comme on dit dans notre jargon, mais vous ne m'avez pas payé ce que vous deviez payer depuis 20 ans sur l'OTAN. Et si vous imaginez que nous allons vous défendre, que je vais vous défendre, parce que tant que vous n'aurez pas payé votre dû. Donc il est déjà dans cette réflexion-là. Il est déjà dans ce fait qu'il faut remonter, évidemment. Et que l'Allemagne, quelque part, c'est ce qu'il dit. Et pendant ce temps-là, vous me vendez vos voitures, et pendant ce temps-là, j'ai un déficit de la balance commerciale de 156 milliards de dollars. Donc, sous-entendu, vous profitez de moi. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il dit ensuite? Il lui dit, c'est un geste, pardon, nous sommes à la radio, mais vous savez, Philippe Meyer, quand nous étions un peu plus jeunes, nous allions sur les boulevards, les grands boulevards, et il y avait des personnes qui vous vendaient des tas de choses. Vous savez, ils étaient là, et ils ouvraient leur veste, et il y avait plein de choses, il y avait des stylos, il y avait des briquets. Et il ouvre sa veste, il dit: because I have very good gas. Parce que j'ai vraiment du bon gaz. J'ai du bon gaz. Du bon gaz, c'était du freaking gaz. C'était du gaz de schiste. Achetez donc mon gaz plutôt que d'acheter le gaz de Vladimir Poutine. On était en janvier 2020. Donc, vous voyez, ces questions-là, elles sont toujours rémanentes. Et on les vit encore actuellement. Maintenant, il faut évidemment que l'Union européenne tire les conséquences de tout ça et accélère massivement donc ces investissements en matière de défense. On sait tout faire, Lionel Zinsou, en matière de défense en Europe. On sait faire des sous-marins nucléaires, on sait faire des porte-avions nucléaires, on sait faire des missiles hypersoniques, on sait faire des satellites. Il est même possible qu'Airbus se porte mieux que Boeing, en fait. Ça, c'est une évidence. mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas assez vite. Et que maintenant, tout l'enjeu pour l'Europe, quoi qu'il arrive, c'est d'augmenter très rapidement sa capacité de production de tous ces produits, que les industries de défense changent aussi leur logique. Nous sommes partout en Europe avec des industries de défense qui sont encore dans des logiques d'arsenal. Donnez-moi une commande et je vous ferai le meilleur produit. Alors on sait qu'après ça, le temps, c'est pas grave, l'argent, c'est pas grave, mais je vous ferai le meilleur produit. Eh bien ça, c'est terminé. Maintenant, il faut que, précisément, les industries de défense augmentent, en sachant que, compte tenu de l'augmentation des budgets, puisqu'on va passer maintenant à 2%,
y compris l'Allemagne. Et l'annonce de Friedrich Merz, c'est maintenant 500 milliards. Comme on dit, vous vous souvenez du double boom pendant la crise du Covid, on est là maintenant, 500 milliards. Donc, la nécessité donc de faire sauter ce frein à la dette pour pouvoir le faire, avec peut-être certains qui disent, quand même, ces Allemands, quand ça les arrange, ils nous disent qu'il faut être vraiment rigoureux, et puis quand il faut changer, ils nous font sauter le frein à la dette. J'ai fait un petit calcul, madame. Si jamais, et encore une fois, je ne fais pas pour jeter la pierre à quiconque, c'est juste pour rééquilibrer les discours politiques, pour qu'on avance ensemble, sans avoir le sentiment que dans cette classe à 27, il y a des mauvais élèves qui n'ont pas le droit à la parole et les bons élèves qui ont le droit. Les bons élèves, jusqu'à présent, c'était ceux qui étaient les plus vertueux financièrement, ceux qui tenaient les objectifs. Et je faisais partie de ceux-là lorsque j'étais ministre des Finances, puisqu'on était, Lionel Zinzou s'en souvient, redescendu à 62% d'endettement de la France. C'était en 2007, l'Allemagne était à 67. Non, maintenant, la France est à 113 et l'Allemagne à 62. On a inversé les choses. Et donc, l'Allemagne a le droit de parler, les autres non. Ce qui est normal du reste. Les Pays-Bas aussi. Les Pays-Bas aussi ont vécu pendant 25 ans avec 1%, y compris pendant 10 ans avec M. Mark Rutte, qui est maintenant le secrétaire général de l'OTAN, qui nous dit qu'il faut dépenser plus. Il était très, très, très rigoureux à ne dépenser que 1%. Si l'Allemagne avait dépensé 2%, comme le demandait M. Trump à Mme von der Leyen lors de son premier entretien, eh bien l'Allemagne aujourd'hui n'aurait pas un endettement à 62%, mais à 83%. Donc on peut revoir un peu, si vous voulez, les choses, non pas pour dire, voilà, il n'y a pas que des bons élèves ou des mauvais élèves, il y en a qui ont bien travaillé ici, il y en a qui ont moins bien travaillé, mais maintenant, pour l'intérêt général européen, il faut qu'on fasse une sorte de reset et qu'on travaille ensemble. Quand vous dites qu'il faut que l'Europe aille plus vite, de quelle Europe vous parlez? Vous parlez de l'Europe dont vous avez été l'un des commissaires, ou vous parlez d'une Europe qui se constitue sur la base de volontariat et d'identité de vue pour lancer tel projet dans la défense ou dans d'autres domaines que celui de la défense? Évidemment, la défense est une prérogative des États membres. Il faut toujours en revenir au traité. Il faut toujours en revenir à la gouvernance, surtout dans les moments critiques et historiques que nous vivons. Et c'est parce qu'on respectera cette gouvernance qu'on pourra aller de l'avant. J'étais pas en faveur de la nomination d'un commissaire à la défense à la Commission. Car la Commission européenne n'a pas de prérogatives en défense. Elle a des prérogatives en matière d'industrie. J'étais commissaire aux industries de défense. J'avais dans les 3 directions générales qui m'étaient rattachées, la direction générale du marché intérieur, la direction générale du numérique et la direction générale de la défense et de l'espace. C'était les industries de défense, mais certainement pas la défense, qui est une prérogative exclusive des États membres. De même que la politique étrangère est une prérogative des États membres. Veillons à respecter ça. Je n'étais pas non plus pour ce concept qui a été porté par la Commission, d'une commission géopolitique. Non, nous avons une commission qui est un exécutif, qui doit faire en sorte que les décisions qui sont prises par les co-législateurs s'appliquent. En matière de défense, cette prérogative des États membres, surtout dans les moments critiques que nous vivons, va être encore plus marquée. Et pourtant, nous allons avoir besoin de la Commission pour pouvoir accélérer les décisions qui seront prises, notamment par le Conseil représentant les États membres, d'aller plus vite dans la capacité de produire. Il faudra peut-être des financements, je suis favorable à cela, des financements intracommunautaires. On pourra en reparler si vous voulez, avec un endettement commun comme on l'a fait à l'occasion du Covid. Il faudra avoir des programmes que l'on va suivre en matière d'exécution. Mais sur le reste, c'est à la main exclusive des États membres. Et c'est la raison pour laquelle ce que nous voyons aujourd'hui avec cette coalition des volontaires, Coalition of the Willings, dont on parle, puisque cette semaine encore, la réunion s'est tenue à Paris, sous la coprésidence donc, du Premier ministre anglais et du Président de la République française. Par parenthèse, les deux ils représentent des pays qui sont dotés. Je ferme la parenthèse pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure. Et évidemment, c'est dans un cadre beaucoup plus élargi. Parce que c'est sur la défense, évidemment, c'est comme ça du reste que les Anglais, avec lesquels les Français n'ont jamais cessé de travailler, y compris après le Brexit, en matière de défense et en matière de renseignement, les Anglais sont plus proches que jamais, de nouveau, non seulement des 27, puisque c'était votre question, mais aussi de cette coalition plus élargie. Donc, en matière de défense, ce qui est très clair,
c'est que sur les sujets, y compris ceux dont on parle, envoi de troupes éventuellement, définition d'une architecture de sécurité, j'ai fait allusion à ce qui peut se passer lorsque nous aurons un cessez-le-feu en Ukraine, tout ceci ne peut être porté précisément que dans un cadre ad hoc, élargi, certainement pas par la Commission qui n'a pas ses prérogatives, peut-être dans le cadre, on verra bien, d'un pilier européen de l'OTAN, qui est quelque chose moi, que je pousse. Pourquoi je le pousse ? Parce que je pense que là encore, dans les discussions qu'on a pu avoir et auxquelles j'ai pu assister moi-même avec Donald Trump, il me semble que si nous remontons précisément notre prise en charge, nous, Européens, de notre défense, y compris dans le cadre de l'OTAN. Aujourd'hui, on est pratiquement à 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour les États-Unis, 1 tiers pour l'Europe. Eh bien, si nous effectivement, si nous suivons maintenant les plans que l'on a un peu en tête pour augmenter chacun à 2%, on y est maintenant pratiquement du PIB, nos défenses militaires, et peut-être même 3, voire 3,5, ce qui est un peu une cible qu'on se fixe à 5 ans, alors on sera à 50-50, et alors on aura donné à Donald Trump quelque chose qu'il réclamait, et je vais vous dire, me semble-t-il, légitimement. C'est pas illégitime de rappeler à Madame von der Leyen que les Européens, et notamment les Allemands, puisque c'était votre question, Madame, doivent tenir les objectifs et les engagements qui sont les leurs. Richard Verly. Non, alors Lionel Zinsou, ne vous faites pas de Juste, Philippe, pour élargir votre question. La définition de l'Europe, elle est quand même assez extraordinaire, parce que donc, c'est l'Union européenne, mais sous coprésidence d'un pays qui n'est plus membre, et qui est le Royaume-Uni, mais également la Norvège, un certain nombre donc de pays qui sont très européens, mais pas dans l'Union européenne. Et puis alors, vous avez des populations européennes qui sont allées beaucoup plus loin, puisque vous aviez cette semaine le Premier ministre du Canada. Alors certes, le Canada a pour souverain Charles III, mais enfin, le Premier ministre Mark Carney, qui a fait sa première sortie à Paris, puis à Londres, qui est un personnage tout à fait étonnant, d'abord parce qu'il risque de rester Premier ministre alors que rien ne le prévoyait dans les sondages grâce à sa résistance à Trump. Mais donc, c'est une Europe étendue au Canada et étendue aussi aux Australiens. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être une espèce de coalition de presque tout l'Occident, moins les États-Unis ? Alors, il y a 2 choses dans votre question, si vous le permettez, Lionel Zinsou. La première, c'est effectivement cette coalition de bonne volonté pour définir de l'architecture de sécurité qui conviendra de mettre en place à partir du moment où nous aurions un cessez-le-feu en Ukraine. Et là, elle se discute, y compris donc en ce qui concerne l'envoi potentiel de troupes. Alors, il y a des discussions, on voit qu'on est en train de revenir un peu en arrière par rapport à tout ce qui avait été au sens propre, du reste comme au sens figuré. Puisque ces troupes seraient plutôt des troupes de deuxième rideau, donc qui seraient là uniquement à partir du moment où la paix aurait été... voire en Roumanie, voire peut-être en frontière, mais en tout cas, donc, et c'est dans ce contexte-là, évidemment, qu'il y a ces discussions, et c'est dans ce contexte-là que, si nous avons bien compris ce qui s'est passé au cours de ces 3 heures de réunion qui sont tenues à Paris jeudi, c'est dans ce contexte-là que les présents ont désigné les 2 co-leaders, donc, qui sont le Premier ministre britannique et le président de la République française. En capacité aussi d'opérer, j'ouvre cette parenthèse parce que c'est pas souvent signalé, nous avons des équipements qui, hélas, sont disparates. Eh bien, les Ukrainiens, ils ont réussi à faire fonctionner tout ça. Quand on leur envoie des AMX-30, quand on leur envoie des anciens chars soviétiques, ou quand on leur envoie... finalement, tout ça fonctionne. Donc, ils ont cette capacité, c'est un bon signe. Finalement, on se dit, c'est terrible quand même. Je pense que M. Verly, qui ne rate pas une occasion de nous challenger, nous titiller à juste titre, pour nous dire, vous les Européens, vous êtes... Eh bien là, voyez-vous, M. Verly, j'anticipe peut-être une de votre question, mais voyez-vous, on a quand même... Il y en a qui savent faire marcher cette disparité européenne, en tout cas d'un point de vue opérationnel sur le terrain. Et c'est ça, précisément, que les 2 chefs d'état-major, donc britanniques et français, vont aller vérifier auprès de l'armée ukrainienne, donc avec le soutien de cette coalition très large. Ensuite, il y a effectivement ce qui concerne l'Europe de la défense. Et sur l'Europe de la défense, il y a 2 aspects à regarder. Il y a effectivement d'abord tous les financements que l'on peut faire en commun pour pouvoir accélérer les déploiements
soit en matière de recherche et développement, y compris applicatif en amont, à l'occasion du Fonds européen de défense, auquel a fait allusion tout à l'heure Philippe Meyer, qui est doté de 7 milliards d'euros, qui peut générer 40 milliards d'investissements en commun sur des programmes de recherche et qui fonctionnent. Ça fonctionne maintenant depuis 6 ans et ça fonctionne bien. Donc tous les programmes militaires aujourd'hui sont quasiment financés par ce Fonds européen de défense. La question, c'est peut-être de l'ouvrir un petit peu. Alors là, on réfléchit à l'ouvrir, peut-être aux Britanniques, peut-être aux Norvégiens, mais pas plus. Là, c'est vraiment parce que ça concerne, je dirais, la recherche et le développement et le développement de nos propres modes d'armement en Europe. Mais là, les plus centrés, si vous voulez, alors, il est hors de question aujourd'hui qu'on ouvre ça, évidemment, aux Australiens ou aux Canadiens, mais ces réflexions se font par périmètre. Voilà, donc on a des cercles concentriques, on voit bien à travers votre question qu'on va avoir maintenant des éléments plus malléables. Il y a évidemment l'OTAN, il y a ce fameux pilier européen de l'OTAN, il y a la Commission européenne, il y a cette coalition des bonnes volontés, il y a le fait de se mettre ensemble pour accroître très rapidement nos capacités de production. Pour ça, vous voyez, il y a un mot. Il nous faut un mot. Et il nous faut du leadership. Richard Verly. Oui, une double question. Je note que, pour vous, l'OTAN n'a pas disparu. Puisque vous préconisez même un pilier européen de l'OTAN. C'est assez particulier parce que d'autres voix disent que l'OTAN, c'est fini et qu'à partir du moment où on ne peut plus compter sur les États-Unis à travers l'article 5, cette alliance, il n'y a plus de raison d'investir à l'intérieur. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue. Croyez-vous encore en l'OTAN et si oui, pourquoi? Et deuxième question, vous l'avez évoqué, c'est la question des coopérations industrielles. Ça peut concerner des pays, vous avez cité la Norvège, ça peut aussi concerner la Suisse qui a eu des usines d'armement sur son territoire, dont certaines possédées d'ailleurs par Rheinmetall, l'industriel allemand. Que va-t-il se passer au niveau des industriels qui jusqu'à maintenant n'ont pas eu seulement une logique d'arsenal, mais des logiques nationales? Est-ce que vous pensez aujourd'hui, ces industriels que vous connaissez bien, qu'ils ont compris le message, qu'ils sont prêts à se mettre autour d'une table et à se partager les marchés? Je vais d'abord répondre à la seconde question parce que la première est beaucoup plus existentielle. Donc la seconde, oui. La réponse, c'est oui. Et je peux en porter témoignage parce que ça a été mon travail. Je l'ai fait, vous vous souvenez, quand Richard Verly, quand le Conseil européen avait mandaté la Commission en disant mais il faudrait livrer maintenant 1 million d'obus. Vous vous souvenez de ce fameux million d'obus, ces obus 155, donc des très gros obus d'artillerie qui faisaient défaut, évidemment, pour défendre la ligne de front ukrainienne. Et donc, je m'en suis occupé puisque j'étais en charge des industries de défense. Alors, d'abord, personne n'avait la visibilité parce que c'était vraiment la chasse gardée. Donc, il a fallu d'abord que je crée la confiance pour aller voir pays par pays, usine par usine, à chaque fois avec le ministre de la Défense du pays concerné. Et j'ai enfin commencé à avoir une vision globale. On a enfin commencé à avoir une vision globale de ce qui se passait sur notre continent. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de sites, y compris certains d'entre eux hérités de l'ancienne Union soviétique, alors qui avaient été réduits, mais qui étaient là. Et donc, il a fallu maintenant les remettre en place. Et on a travaillé ensemble. Et on a réussi précisément, avec, vous citez Rheinmetall, mais il y en a beaucoup d'autres, je citais Nammo tout à l'heure, on a travaillé ensemble. Et en l'espace de 18 mois, on est passé de 300 000 capacités, de 300 000 obus de production par an, à maintenant plus de 2 millions. Et on rejoint la capacité russe. Donc on peut le faire. Et c'est en travaillant ensemble, avec toujours pareil, le même mécanisme. C'est pas extrêmement sophistiqué, je vous l'accorde, mais ça marche. J'ai demandé au Parlement européen de me donner une enveloppe, c'était de 500 millions d'euros, pour dire que si vous travaillez à 2 ou 3, vous venez me voir et je vous finance 15% de la mise à niveau de votre usine. Je reconnais que c'est pas très sophistiqué, mais voyez-vous, M. Verly, ça marche. Et je me souviens de cette nuit où je défendais ce projet incroyable, d'aller demander au Parlement européen de me donner de l'argent pour faire des obus. Jamais de ma vie, j'aurais pensé le faire. Et vous savez quoi? Ça a été voté à 80% par le Parlement européen. 80% des députés ont dit « oui, on vous donne cette enveloppe ». Et on a essayé de le faire. Donc la réponse, c'est « oui, si on peut le faire ». Et donc j'ai confiance dans tous les domaines, y compris l'aéronautique. Évidemment, maintenant, il faut les qualifier. Il faut les qualifier, mais c'est l'objet. On l'a qualifié, on l'avait fait avec Joseph Borrell. La boussole stratégique existe. On appelle ça le stratégique compass. Donc on sait exactement où il faut le faire. Ça existe. Maintenant, il faut le déployer. Et il faut pour ça, et c'est pour ça que je plaide beaucoup pour cette enveloppe, un peu plus élargie, évidemment. Non pas pour aider les États, mais pour avoir ces petites incentives
qui va faire qu'on va forcer les gens à travailler ensemble, faute de quoi ce sera très difficile de dire au patron de Rheinmetall ou au patron de Thales ou au patron d'Airbus, il faut absolument que vous travaillez ensemble. Là, il y a une volonté, un appétit pour travailler ensemble, et ça marche. Maintenant, la première question, qui est toute autre nature, mais qui est extrêmement importante. Pourquoi je plaide finalement, après avoir beaucoup réfléchi à ces questions, et étant un acteur de facto à ce pilier européen de l'OTAN? Pour une raison très simple. C'est que je crains que nous rentrions dans un monde, que nous revenions peut-être dans un monde, où le nucléaire va jouer un rôle capital. J'étais en Asie du Sud-Est il y a 15 jours. Quand vous entendez les autorités coréennes, je parle évidemment de la Corée du Sud, qui vous disent, parce que ce mot dont on parlait tout à l'heure, la confiance, n'est plus là, et qui sont en guerre avec un pays qui, lui, n'hésite pas à tirer ses missiles. Kim Jong-un en a déjà tiré 196 depuis qu'il est au pouvoir. Et ce n'est pas des missiles avec des pétards mouillés en tête d'ogive. Eh bien, ils me disent, on va y aller. Il faut qu'on ait notre arme nucléaire. Moi aussi, comme Friedrich Merz, madame, j'aurais jamais pensé entendre ça dans ma vie. Après, je vais au Japon. Et on parle aux autorités japonaises. Alors d'abord, vous savez, le Japon avait uniquement, dans sa constitution, c'était uniquement autorisé à dépenser 1% de sa défense pour les forces d'autodéfense. Oh, maintenant, non, monsieur le commissaire, ou monsieur le ministre, ou Thierry, Lionel, Zazou, voilà. Maintenant, on est à 2. Mais vous allez monter? Oui, on va passer à 3. Et donc, ce que je vois, c'est qu'il y a cette notion, et voilà, on voit ce qui se passe en Iran, on est en train, en Arabie Saoudite, je ne parle pas du Pakistan, évidemment, qui est déjà là, ni de l'Inde, donc on est en train, quelque part, de rentrer, je le crains, mais il faut dire les choses, dans une logique où la prolifération nucléaire, qu'on a contenue, risque de partir. C'est ça la conséquence de ce qu'on est en train de voir, parce que le mot confiance, cette architecture, ce qui était tellement importante, surtout quand vous avez un Vladimir Poutine qui vous dit, mais de toute façon, un pays doté, voire surdoté, ne peut perdre une guerre conventionnelle. C'est ça ce qu'il dit aux Européens. C'est ça ce qu'il dit à Vladimir Poutine. Et nous, c'est quoi notre réponse? Notre réponse, c'est l'OTAN, M. Berly. Parce que précisément, avant qu'on tombe d'accord, nous, Européens, sur une réponse appropriée, adéquate à cette problématique, qui nous projette dans un monde de superpuissance nucléaire. Vous parlez et vous imposez, parce qu'à la fin, vous êtes une superpuissance nucléaire. La Russie n'est pas une puissance. La Russie, c'est 143 millions d'habitants. La Russie, c'est le PNB de l'Espagne. Mais la Russie, c'est 7000 têtes nucléaires. Et c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Et donc, comment? Et c'est tout le propos que vous disiez, madame, sur la transition. Comment on gère cette transition? Eh bien, moi, je pense qu'on ne peut la gérer que dans l'OTAN. Donc, il faut garder, évidemment, cette OTAN. Il faut augmenter le pilier européen de l'OTAN pour l'équilibrer, et le plus longtemps possible, et oui, je le dis, garder les Américains à bord. S'ils veulent y rester. Mais il faut leur démontrer qu'ils ont un intérêt à y rester. Vous savez, j'ai travaillé sur ces lois qui donnaient plus d'autonomie à l'Europe en matière de défense. On a l'habitude de dire, monsieur Zazou, que des fois j'essaie d'aller un peu vite, mais parce que la vie est courte et que les objectifs sont hélas. Non, mais le prophétisme, c'est plus que la célérité. Eh bien, il faut souvent les deux. En tout cas, dans la situation où nous sommes, le projet que j'ai porté, qui s'appelle EDIP, qui est en train de discuter par les co-législateurs, j'étais extrêmement ambitieux, vous voyez. C'était de passer de 63% de dépendance des États-Unis à 50% en 2030. Voilà. Donc, il y a encore de la marge. Et donc, quelque part, les États-Unis, évidemment, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, y compris de l'administration Trump aujourd'hui, ont un intérêt évident aussi à faire en sorte de continuer à avoir cette espèce de, de dépendance dans laquelle nous sommes vassalisés, pour beaucoup d'entre nous, depuis maintenant 70 ans. En tout cas, on a le sentiment qu'on est vassalisé. Donc, c'est la raison pour laquelle il me semble que cet équilibre de l'OTAN me semble indispensable et que c'est sans doute une réponse appropriée à la situation de crise dans laquelle nous sommes.
Thierry Breton, je vous remercie. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé pendant toute cette heure, c'est celui de Chine. Mais sans doute faudra-t-il, ce sera une occasion de revenir. Non, vous avez parfaitement raison. Depuis le sommet de Vilnius, le sommet de l'OTAN de Vilnius, au cours duquel le président Biden, à l'époque, a dit très clairement que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN avant je ne sais quand, c'est certainement, en tout cas c'est notre analyse, c'est certainement le fait qu'il y a eu un veto absolu de la part des Chinois sur la Russie et Vladimir Poutine d'arrêter de parler de la menace nucléaire, veto qui a été repris à l'époque par les Américains et Jack Sullivan, qui était le conseiller à la sécurité. Ça, on n'en parle pas. Et donc, la contrepartie, c'est il n'y aura pas d'Ukraine dans l'OTAN, et vous aurez constaté comme moi que la Russie a su se faire entendre, car pour la Russie, il est hors de question que cette manifestation, précisément de cette superpuissance, se fasse trop connaître au grand jour. J'ajoute que ces questions sont des questions qui, là encore, se traitent, vous le voyez, en superpuissance nucléaire. Merci donc Thierry Breton, merci à Laure de Mézy avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau veillant à notre site tandis qu'Olivier Magloire s'occupe des questions liées aux plateformes de financement. Merci aussi à Manon Boisard qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique et à Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission. Rendez-vous donc mercredi pour la seconde conversation avec Sofiane Bouchfira sur l'histoire économique de la bistrotaille avéronaise. Et puis rendez-vous dimanche prochain en public à l'école alsacienne pour l'enregistrement de notre prochaine émission.